Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans cette nouvelle session intitulée Ethereum, comment ça marche. Dans cette vidéo, nous allons voir les diverses fonctionnalités de Ethereum ainsi que ses différents cas d'application. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent pour la première fois sur cette vidéo, je m'appelle Fernand Moutier, innovateur en finance technologique, passionné du Web3. Ce cours n'est qu'une introduction aux diverses applications liées au Web3. Et dans cette session, Ethereum, comment ça marche, nous avons comme pour objectif de comprendre l'objectif, l'architecture et le rôle d'Ethereum dans l'écosystème de la blockchain. Nous allons pouvoir expliquer la transition du mécanisme de travail Proof of Work, faire la preuve d'enjeu Proof of Stake et son impact sur la sécurité, la décentralisation et l'évolutivité. Nous allons pouvoir analyser les principaux composants techniques d'Ethereum, y compris les contrats intelligents et la machine virtuelle EVM. Nous allons également examiner le développement historique d'Ethereum, de son livre-blanc à sa forme actuelle. Nous allons donc discuter également du rôle d'Ethereum dans la finance décentralisée, DeFi, les applications décentralisées d'AD, ainsi que ces différences avec le Bitcoin. Et pour la fin, nous allons explorer les défis actuels d'évolutivité d'Ethereum et sa feuille de route, y compris les solutions de la couche 2 et d'Ethereum 2.0. Donc, comme programme, nous aurons en 1 l'aperçu d'Ethereum, en 2 les concepts clés d'Ethereum, en 3 les contrats intelligents et les applications décentralisées d'apps, en 4 nous allons voir l'impératif de la scalabilité et en 5 nous aurons la conclusion de tout ce qui a été dit et la redirection vers des pages qui vous aideront à approfondir votre connaissance. Et parlant d'aperçu d'Ethereum, comprenez que Ethereum c'est un ordinateur mondial décentralisé. Ethereum est une blockchain open source et décentralisée. Elle peut être considérée comme une infrastructure d'Internet permettant d'exécuter des applications décentralisées d'apps. Elle fonctionne sans intermédiaires centraux, en s'appuyant sur un vaste réseau d'ordinateurs participants qui réalisent collectivement les calculs et maintiennent le réseau. Donc, lancé en 2015, Ethereum a été conçu pour surmonter les limites de Bitcoin en permettant des applications blockchain programmables. Cette structure autorise l'exécution d'applications Internet directement sur la blockchain, indépendamment des fournisseurs de services traditionnels comme Google ou Amazon. Les principales limitations de Bitcoin que visait à surmonter Ethereum. Donc, pour ces différentes limitations, nous avons le manque de Turing complétude, c'est-à-dire des langages de script Bitcoin étaient limités en puissance de calcul, ce qui empêche l'exécution de programmes complexes. Nous avons également comme limite l'absence d'état. La blockchain de Bitcoin ne peut pas stocker d'informations persistantes au-delà des transactions de base. Elle ne peut pas non plus interroger les étapes passées ou suivre l'historique des transactions. Nous avons également la cécité à la blockchain. Les scripts Bitcoin ne peuvent pas interagir avec d'autres données de la blockchain, ni lire l'historique des transactions. Nous avons également la cécité à la valeur, value blendless. Les transactions dans Bitcoin ne peuvent pas être exécutées de façon conditionnelle en fonction de valeurs externes ou de données issues de la blockchain. Ici, donc, nous avons quelques propriétés fondamentales d'Ethereum. Comme Bitcoin, nous avons vu les propriétés
avec Bitcoin, Ethereum également. Ici, nous allons parler de ses propriétés. Et contrairement comme Bitcoin, mais contrairement à la finance traditionnelle, Ethereum est résistant à la censure. Donc, aucune autorité centrale ne peut bloquer les transactions. Il est ouvert, toute personne peut participer au réseau sans autorisation préalable. Il est transparent, la blockchain est publiquement vérifiable et auditable. Il est sans frontières. Les transactions et les applications décentralisées DAS fonctionnent à l'échelle mondiale sans intermédiaire. Il est immuable, c'est-à-dire une fois déployé, les contrats intelligents et les transactions ne peuvent plus être modifiés. Il est global et décentralisé, donc aucun auteur ne contrôle le réseau. Dès à présent, nous allons parler de la vision d'Ethereum. Au-delà de la monnaie numérique, comprenez que Ethereum a été conçu pour unifier toutes les applications possibles de la blockchain au sein d'une seule plateforme décentralisée. Et comme objectifs principaux, nous avons Ethereum est introduit. Et comme objectifs principaux, il introduit la notion de la monnaie programmable grâce au contrat intelligent smart contract, permettent aux développeurs de créer des applications décentralisées d'apps sans avoir besoin de lancer leur propre blockchain. Il permet d'étendre les cas d'usage de la blockchain au-delà de la finance en créant une plateforme informatique décentralisée à usage général. L'Ether ETH est le jeton natif d'Ethereum. Actuellement, la deuxième la plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Parlons donc de la culture d'Ethereum, l'innovation avant la stabilité. Contrairement à l'approche conservatrice de Bitcoin, Ethereum adopte activement le changement. Ethereum privilégie l'innovation rapide en accordant la priorité aux améliorations plutôt qu'à la rétrocompatibilité. Donc, des mises à jour fréquentes améliorent la scalabilité et la sécurité, même si elles peuvent entraîner des divisions au sein de la communauté. Ethereum est passé du Proof of Work au Proof of Stake, un changement structurel majeur réalisé sans jamais interrompre le fonctionnement du réseau. Le réseau a également introduit des mécanismes comme la bombe de difficulté pour inciter la transition vers le Proof of Stake. Parlant des applications d'Ethereum, nous avons des applications financières. Ethereum prend en charge des transactions en crypto-monnaie ainsi que les services de finance décentralisés DeFi. Il permet le prêt, l'emprunt et la gestion d'actifs sans recourir aux banques traditionnelles. Il facilite également la tokenisation d'actifs, la conversion d'actifs du monde réel, par exemple l'immobilier, en jetons numériques sur la blockchain. Il permet les applications semi-financières, c'est-à-dire la vérification d'identité, des solutions numériques d'identité sécurisées par la blockchain pour les secteurs de la santé, les gouvernements et les services bancaires. Nous avons également l'intégrité des données. Il permet donc de garantir que les informations de base de données ne soient ni altérées ni falsifiées. Grâce à Ethereum, nous avons également des applications non financières, c'est-à-dire des gouvernances décentralisées, DAO, Decentralized Autonomous Organization, modèle d'organisation sans autorité centrale. Nous avons la gestion d'identité numérique,
elle, grâce avec laquelle elle contrôle des informations personnelles sans passer par des fournisseurs centralisés. Nous avons également les votes décentralisés, qui ne sont rien d'autre que des systèmes de vote sécurisés et transparents. Donc, ici, une brève comparaison d'Ethereum avec Bitcoin, parlant de décentralisation et de scalabilité. Vous allez voir que là où Bitcoin privilégie la décentralisation avec un design de réseau conservateur stable, Ethereum adopte une approche tournée vers l'avenir avec des innovations méthodiques et des mises à jour fréquentes. Et avec le Bitcoin qui mène des mises à jour lentes et délibérées pour garantir la sécurité et la stabilité à long terme. Il utilise le consensus Proof of Work qui est vraiment énergivore et très sécurisé d'ailleurs. Il met l'accent sur la compatibilité, la rétroactivité pour préserver la stabilité du réseau et la confiance des utilisateurs. Seulement que Bitcoin a également des difficultés à évoluer en termes de scalabilité et comme sur les solutions de la couche 2 comme le Lightning Network. Donc, en contrario, nous avons Ethereum qui se concentre sur l'amélioration continue, même au détriment de la compatibilité rétroactive. Ethereum permet également d'effectuer des transactions de Proof of Work à Proof of Stake pour un consensus plus économe en énergie et en scalabilité. Ethereum cherche activement à résoudre les problèmes de scalabilité via innovation comme le proto tank sharding, ainsi que Ethereum vise également à réduire les risques à une centralisation temporaire lors des grandes mises à jour, mais vise également à une décentralisation durable et à long terme. Parlant des événements majeurs de l'histoire d'Ethereum, nous avons en 2013 Vitalik Buterin qui publie le livre blanc d'Ethereum présentant le concept d'une plateforme blockchain décentralisée allant au-delà des paiements. En 2014, nous avons le Yellow Paper d'Ethereum qui est publié par Gavin Wood décrivant les aspects techniques d'Ethereum. L'initial coin offering ICO d'Ethereum qui a permis de lever 20 millions de dollars en 2014. En 2015, nous avons le bloc de Genesis d'Ethereum qui est miné, marquant le début de la phase de développement appelée frontière. Ethereum également en 2015 a introduit la bombe de difficulté lors du fork Frontier Time, conçu pour rendre le minage par preuve de travail Proof of Work progressivement insoutenable et faciliter la transition vers la preuve d'enjeu Proof of Stake. En 2016, nous avons le piratage de DAO au lieu entraînant Okaza Fork qui divise la blockchain en deux, donc Ethereum et Ethereum classique. Beaucoup d'événements vraiment trop intéressants. Nous avons en 2017 le fork Byzantium d'Ethereum qui retarde la bombe de difficulté et pose les bases de transition vers la preuve d'enjeu Proof of Stake. En 2019, nous avons le fork Constantinople qui introduit des mises à jour clés comme le IP 1234 qui empêche la blockchain
qui empêche la blockchain de se figer avant la transition vers la Proof of Stake, et le IP 1014 qui permet des interactions avec des adresses futures. Nous avons en 2020 la mise à jour MUI Glacier qui repousse la pompe de difficulté de 600 jours. En décembre 2020 également, nous avons le Bitcoin Chain qui est lancé, marquant le début de la transition d'Ethereum vers la preuve d'enjeu Proof of Stake. En 2021, nous avons le London Hard Fork qui implémente le IP 1559, restructurant les frais de transaction et retardant à nouveau la bombe de difficulté. Et d'autres mises à jour comme Alter qui introduit des pénalités de slashing pour les validateurs, préparant davantage le passage à la Proof of Stake. D'autres événements majeurs dans l'histoire d'Ethereum, en 2022, nous avons la mise à jour de Craig Gracia qui repousse la bombe de difficulté en septembre 2022. Et nous avons également des fusions réussies qui sont effectuées sur les principaux testnets comme Ropsten, Sepolia, Coeli, finalisant les tests pour le merge. En septembre 2022, nous avons la mise à jour avec Bellatrix qui active la couche de consensus de Bitcoin Chain, préparant la fusion. Nous avons également, en septembre 2022 également, la mise à jour. Paris achève la transition vers la preuve d'enjeu Proof of Stake, mettant fin au minage par preuve de travail Proof of Work. Et en 2023, nous avons les mises à jour Capella et Chagrin qui permettent les retraits des terres mises en staking, complétant ainsi la transition complète vers la Proof of Stake. En 2024, nous avons la mise à jour Cancun, Dineb, bien Dinkern, qui introduit l'IP 4844, Porto Tank Sharding, réduisant les coûts de stockage des données pour les Rolus de couche 2 et abaissant les frais de transaction grâce à l'utilisation de blobs de données temporaires. Ici, nous allons voir quelques concepts clés d'Ethereum. Et en tant que compte, Ethereum et Ethereum Virtual Machine fonctionnent avec deux types de comptes. D'abord, nous avons un premier compte qui est Externally Owned Account, qui est contrôlé par les clés privées détenues par les utilisateurs, utilisé pour envoyer et recevoir de l'Ether et interagir avec des contrats intelligents, généralement accessibles via portefeuille numérique, par exemple MetaMask ou Ledger. Un deuxième compte de contrat intelligent bien sûr, qui est contrôlé par du code informatique plutôt que par des clés privées, qui fonctionnent de manière autonome et stockent leur logique et leur état sur la blockchain. Donc, elles ne peuvent pas initier de transactions par eux-mêmes. Ils ne peuvent exécuter des fonctions que lorsqu'ils sont appelés par un compte externe. Parlant donc de la machine virtuelle d'Ethereum, c'est une
C'est un moteur de calcul global décentralisé qui traite les transactions d'Ethereum. Elle fournit l'environnement d'exécution pour tous les contrats intelligents. Tous les nœuds d'Ethereum exécutent l'EVM afin de maintenir le consensus du réseau. Les contrats intelligents sont inscrits en Solidity et d'autres langages de programmation compatibles. La machine virtuelle d'Ethereum est totalement isolée. Elle ne peut donc pas accéder au réseau externe ni lire les fichiers du système. Elle interagit uniquement avec les données on-chain, donc sur la blockchain, ce qui garantit la sécurité et l'intégrité du système. L'Ether, le jeton natif d'Ethereum, est la crypto-monnaie native d'Ethereum, utilisée pour alimenter les transactions et les contrats intelligents. La plus petite unité d'Ether est le Wei. Et un Ether égale à 10 puissance 18, oui. Et le réseau exécute toutes les transactions internes en WEI, oui. Donc, l'Ether alimente toutes les applications fonctionnant sur la blockchain d'Ethereum, allant de simples transactions à des applications décentralisées complexes, bien qu'il n'ait pas été conçu à l'origine pour remplir les fonctions traditionnelles de la monnaie. Il est souvent utilisé comme devise et comme instrument spéculatif en raison de sa grande utilité au sein du réseau Ethereum. Comme principale utilisation de l'Ether, nous avons les frais de transaction, frais de gaz. Les utilisateurs paient le gaz en Ether pour exécuter des opérations. Donc, nous avons également les exécutions de contrats intelligents. Donc, l'Ether est requis pour faire fonctionner les applications décentralisées. Aussi, nous avons le staking en proof of stake. Les validateurs mettent en jeu le stake. Les validateurs mettent en jeu leur Ether. Ce processus appelé le stake et qui sécurise également le réseau. Nous avons comme mécanisme de consensus proof of stake d'Ethereum. Et comprenez que Ethereum utilisait auparavant la preuve de travail proof of work comme le Bitcoin bien sûr, mais est passé à la preuve d'enjeu proof of stake en 2022 lors de la fusion de Merge. Le proof of stake, quant à lui, réduit les besoins en matériel de consommation d'énergie. Cependant, il est aussi critiqué pour favoriser les détenteurs de grandes quantités de jetons, le rendant en partie plutocratique. Ici donc, nous allons parler des divers fonctionnements de la preuve d'enjeu du proof of stake, c'est-à-dire d'abord que nous avons les validateurs qui doivent déposer un minimum de 32 Ether pour participer à la validation des blocs. En deux, un validateur est sélectionné aléatoirement pour proposer le prochain bloc. En trois, nous avons les autres validateurs qui vérifient ce bloc et parviennent à un consensus. En quatre, il faut que les validateurs honnêtes reçoivent des récompenses en Ether, tandis que les validateurs malveillants risquent la pénalité de slashing, donc la perte totale de leur mise. Les validateurs et le processus de staking. Comment devenir validateur? Donc, les nœuds
doivent staker de l'Ether, c'est-à-dire les ordinateurs doivent staker de l'Ether pour rejoindre l'ensemble des validateurs. Les validateurs sont désignés aléatoirement pour proposer et valider des blocs. Et comme récompense, les validateurs honnêtes gagnent des récompenses en Ether pour avoir sécurisé les réseaux. Et les validateurs malveillants ou inactifs sont pénalisés par le slashing, perdant une partie de leur Ether mise en jeu. Époque et point de contrôle. Comprenez que le proof of stake d'Ethereum est structuré en époques, chacune contenant 32 créneaux, c'est-à-dire blocs. Les validateurs sont regroupés dans un comité chargé de voter sur la validité des blocs. La finalité d'un bloc est atteinte lorsqu'au moins 66% de la mise totale confirme un point de contrôle checkpoint. La finalité de la sécurité dans le proof of stake. Et nous avons le mécanisme de finalité dans le proof of stake d'Ethereum, c'est-à-dire les blocs sont finalisés par un processus de vote nécessitant au moins 66% de l'Ether mis en jeu pour qu'un bloc soit considéré comme permanent. Lorsqu'un point de contrôle checkpoint est approuvé par la majorité, les transactions précédentes sont solidifiées, garantissant qu'elles ne peuvent pas être inversées. Une fois finalisé, un bloc ne peut plus être modifié, c'est fini. Et les proposeurs de blocs et les comités de validation sont sélectionnés aléatoirement à chaque époque, assurant équité et sécurité. Donc, un algorithme spécifique appelé Rando facilite cette sélection semi-aléatoire, empêchant toute manipulation et également empêchant les validateurs de savoir à l'avance quand ils proposeront ou valideront un bloc. Quelques principaux avantages au proof of stake. Nous avons en un l'efficacité énergétique. Le proof of stake réduit la consommation d'énergie d'Ethereum de 99,9%, c'est-à-dire considérablement, contrairement au proof of work. Nous avons des barrières d'entrée réduites. Il n'est pas nécessaire d'investir dans un matériel de minage coûteux. Nous avons 3, la scalabilité améliorée, c'est-à-dire l'évolutivité du proof of stake. Et comprenez que le proof of stake constitue la base pour des solutions de mise à l'échelle de la couche 2, comme les Rolus et le Sharding. Aussi, nous avons la sécurité qui est renforcée, c'est-à-dire un attaquant devrait contrôler 51% de l'Ether mis en jeu, ce qui est financièrement irréaliste. Et de plus, le réseau est plus résistant à la censure car l'infrastructure matérielle du proof of work rend les nœuds plus facilement détectables. Dès à présent, nous allons comprendre les frais et limites de gaz, pourquoi les frais de gaz existent. Et comprenez que les frais de gaz sont nécessaires pour exécuter des transactions et faire fonctionner les contrats intelligents sur Ethereum. Ils permettent de payer la puissance de calcul utilisée. Ils compensent les validateurs pour le traitement des transactions. Ils protègent le réseau contre les attaques par spam en obligeant les utilisateurs à payer pour chaque opération. Ils participent à la sécurité du réseau. Comme fonctionnement des frais de gaz, c'est que les frais de gaz sont mesurés
en Gwei. Les frais de gaz sont mesurés en Gwei. Les frais de gaz sont mesurés en Gwei et 1 Gwei égale à 10 puissance moins 9 Ether. Les utilisateurs définissent une limite de gaz qui indique la quantité maximale de travail computationnel qu'ils sont prêts à payer. Si la limite de gaz est trop basse, les transactions échouent. Mais le gaz consommé est quand même facturé. Comme facteur influençant les frais de gaz, nous avons les frais de base et pourboire de priorité. Les utilisateurs peuvent ajouter un pourboire pour obtenir une confirmation plus rapide. Aussi, nous avons la complexité de la transaction, c'est-à-dire les contrats intelligents coûtent plus cher à exécuter que de simples transferts d'Ether. Nous avons également la demande sur le réseau. Plus l'activité est élevée, plus les frais augmentent. Parlons dès à présent de la limite moyenne de gaz sur l'Ethereum. Comprenez avec moi que les frais de transaction d'Ethereum, c'est-à-dire de gaz, varient en fonction de l'offre et de la demande. Un réseau très actif entraînant une hausse des frais. Donc, avec le cas, vous voyez déjà que la montée en puissance de la finance décentralisée a provoqué une augmentation significative des frais, suscitant l'intérêt pour des solutions concurrentes visant à réduire notamment les chaînes de niveau 1 alternatives. Et toutefois, la feuille de route du développement d'Ethereum inclut des améliorations pour réduire ses frais à long terme. Donc, pour plus de détails sur le gaz et son avenir, visitez ethereum.org. Et pour faire un petit récap, ce que vous pouvez garder de façon un peu plus succincte, c'est juste la demande est importante, c'est énorme. Et nous avons également l'augmentation des frais de gaz, ce qui réduit le nombre de chaînes possibles pour les transactions et ce qui rend également les frais de transaction vraiment élevés. Dès à présent, nous allons parler des jetons sur Ethereum, le rôle d'Ethereum dans la tokenisation. Dès à présent, nous allons parler des jetons sur Ethereum et donc le rôle d'Ethereum dans la tokenisation. Comprenez que Ethereum a été le premier réseau à permettre la tokenisation d'actifs, posant ainsi les bases de la finance décentralisée DeFi, des NFT et des DAO, Decentralized Autonomous Organization, etc. Donc, les jetons sont des actifs numériques sur la blockchain pouvant représenter une monnaie, un droit de propriété ou un droit d'accès. Comme type de jeton sur Ethereum, nous avons le RC20 qui est un jeton fongible utilisé pour les crypto-monnaies et les protocoles de finance décentralisée. Chaque unité est identique et un DAI égale à un DAI. Nous avons également le RC721, jeton non fongible, utilisé pour l'art numérique, les objets de collection et les actifs uniques. Comme exemple, nous avons le CryptoPunk, le Bored Apes. Et aussi, comprenez que chaque jeton est unique et non interchangeable.
Nous avons le RC 1155, jeton multi-actif, qui permet de gérer des jetons fongibles et non fongibles dans un même contrat. Il est souvent utilisé dans les jeux vidéo et le métaverse. Contrairement à l'Ether, l'ETH, les jetons suivent des standards spécifiques définissant leur fonctionnement et leurs propriétés, ce qui permet leur utilisation dans les applications DeFi, des jetons de gouvernance et plus encore. Dès à présent, nous parlons des cas d'usage des jetons, c'est-à-dire hors monnaie. Ils sont actifs. Un jeton peut représenter la propriété d'un actif intrinsèque ou extrinsèque, tangible ou intangible, par exemple l'or, l'immobilier, une voiture, du pétrole, de l'énergie, etc. Ils sont accessibles. Un jeton peut représenter des droits d'accès. Ils permettent l'accès. Un jeton peut représenter les droits d'accès à une propriété physique ou un numérique, comme une chambre d'hôtel, une voiture de location, un forum privé ou un site web exclusif. Ils permettent l'équité, c'est-à-dire un jeton peut représenter une part de capital, action, dans une entité juridique comme une société. Et ce sont également des ressources, les jetons. Et donc, un jeton peut représenter une ressource partagée dans un environnement collaboratif ou économique, comme un jeton de stockage ou de puissance CPU. Ils permettent, les jetons également, le vote. Donc, un jeton peut représenter un droit de vote dans une organisation numérique, par exemple des Decentralized Autonomous Organization ou une structure juridique. Comme utilité, un jeton peut être utilisé pour accéder à un service ou pour le payer. Parlant de leur identité, un jeton peut représenter une identité. Parlant de l'identité, un jeton peut représenter une identité numérique, par exemple un avatar, ou une identité légale, par exemple une carte d'identité nationale. Parlant des attestations, un jeton peut représenter une certification ou une attestation officielle délivrée par une autorité ou un système décentralisé de réputation. Nous avons par exemple les certificats de mariage, de naissance, de diplôme universitaire. Un jeton peut être un objet de collection. Comprenez donc qu'un jeton peut représenter un objet de collection numérique comme le CryptoPunk ou physique comme une œuvre d'art. Ce serait donc tout pour cette première partie de la session Ethereum, comment ça marche. Nous avons quand même vu le concept de Ethereum, sa technologie, comment il fonctionne. Nous allons dès à présent marquer une pause pour revenir en force avec les smart contracts juste après cette vidéo.